à notre titre en tant que membre de la communauté internationale, la Belgique a beaucoup d'influence dans différents milieux où l'on peut discuter d'autres influences, d'autres pressions sur les belligérants, et nous demandons à la classe politique belge d'utiliser aussi ces canaux pour pouvoir amener les belligérants congolais à respecter les accords qu'ils ont signés eux-mêmes à Lusaka. Voilà en bref l'objet de mon séjour parmi vous, et je vous remercie d'avance de l'attention que vous avez prêtée à mes propos, et je suis à votre disposition pour éclairer l'un ou l'autre point sur lesquels l'auteur aurait voulu plus d'éclaircissement. Et je vous remercie très infiniment. Merci M. Tshisekedi. C'était en effet un message très clair, mais un message très clair qui, à mon avis, a suscité pas mal de questions parmi les membres des commissions régionales, les membres et la commission des affaires étrangères de la Chambre et la commission des affaires étrangères du Sénat. Donc, collègues, je vous demanderai de lever la main si vous voulez prendre la parole. M. Van den Eyde. Kunnen wij in Nederlands spreken, voorzitter? Ik hoop en vermoed dat... Oui, je vous entends par traduction, oui. Merci. À nouveau un message très clair, très direct. Voilà, secretaris. Ik had maar enkele vragen, voorzitter. Ik heb met aandacht geluisterd naar meneer Tshisekedi. En ik heb met aandacht geluisterd naar zijn kritiek op de voormalige dictatuur in zijn land, nu opnieuw Congo, toen nog Zaïre, en op de huidige situatie. Dat hij zich hier voorstelt. Collega Lefebvre. Oui, merci Monsieur le Président. Jacques Lefebvre, vice-président de la Commission. Non, on va répondre à tout après. Oui, enfin, j'aurais aimé répondre directement, Monsieur le Président. Ah, c'est comme vous voulez. Moi, je pas on a un peu l'habitude de regrouper les questions, mais si vous voulez répondre à vif. Oui, à condition qu'il n'y ait pas de répétition. Qu'une question déjà posée, qu'il n'y ait plus de questions de choses. La première question, c'est que d'abord, comme le monsieur a très bien dit, qu'il m'a fait dire beaucoup de choses. Je dois vous signaler que depuis cette interview, nous avons posé avec le ministre Louis Michel au téléphone. Nous avons mis pas mal de choses au point. En réalité, j'ai été piégé par la journaliste qui m'avait dit que à Kinshasa, M. Louis Michel avait confectionné un boubou à l'effigie de Kabila. Et j'ai vérifié, j'ai trouvé que ce n'était pas vrai. Et c'est cela que j'appelle le folklore. Je m'excuse beaucoup de ces termes-là, mais nous avons déjà fait une mise au point qui va dans le sens que, actuellement, quelle que soit l'aide ponctuelle qu'on peut donner au peuple congolais en termes de produits alimentaires, en termes de produits pharmaceutiques, qu'on n'oublie jamais que cette aide-là est une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Le problème n'est pas d'apporter des aides ponctuelles à un peuple qui est dans l'état du Congo. Le problème est que les Congolais, 40 ans après l'indépendance, ont constitué l'essentiel actuellement pour pouvoir faire fonctionner avec compétence un État de droit, un État démocratique.
la Belgique, il y a d'ailleurs aidé aussi, parce que la Belgique était de ce pays qui avait financé la conférence nationale souveraine, laquelle avait mis effectivement sur pied un état de droit. Mais, je vais vous dire, Mobutu avait ses raisons, il avait tout gâché. Mais Mobutu ne traîne pas le Congo, il est parti, les Congolais sont là, sont suffisamment mûrs pour cela. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de les aider tout simplement à avoir la paix pour qu'ils puissent eux-mêmes remettre sur pied les éléments constitutifs d'un état de droit et d'un état démocratique. Voilà, je crois que nous sommes d'accord avec le ministre Louis-Michel là-dessus, que la vraie aide ne doit pas consister en envoi ponctuel de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires. Pour la deuxième question, le rôle qu'avait joué le Rwanda et le Burundi, j'espère que vous avez tous suivi en réalité la raison, la vraie raison pour laquelle il y a eu guerre de l'Est. C'était très simple. Quand il y a eu fuite au Congo des éléments interamoués et phares, donc les anciens armées d'Abiyarimana au Congo, d'après la réglementation internationale, quand les gens pareils fuient, entrent dans votre pays, fuient leur pays, la première des choses qu'il fallait faire, il fallait les désarmer. La deuxième chose que la réglementation internationale imposait, il fallait le placer à un minimum de 150 km de la frontière commune. Or, qu'est-ce qu'a fait M. Mobutu? Les éléments d'Interamoué et les phares qui sont entrés chez lui, il les a placés à quelques 3 ou 4 km de la frontière commune. Conséquence, ces gens-là faisaient des incursions dans leur propre pays pour y inquiéter, y perturber la sécurité. Je ne sais pas si, j'ai tellement parlé que je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, que chez nous il y avait soi-disant un chef de l'État, mais il n'y avait pas d'État au Congo. L'État dont les Congolais n'existaient pas. C'est ainsi que les autorités rwandaises se sont vues seules, obligées à se défendre devant ces dangers-là. Or, s'ils avaient organisé, étant donné l'importance des troupes devenues ennemies qui étaient sur le sol congolais, il n'y avait que l'armée régulière rwandaise qui pouvait venir de ces forces-là. Or, s'il a engagé publiquement l'armée rwandaise, régulière rwandaise, bien sûr, il allait être accusé, comme maintenant on l'accuse, d'agression. Voilà pourquoi il a pu créer ce fameux Kabila. Et il lui a confié ses troupes. Et il a créé au début des troubles entre ces troupes-là et le Banyamulenge, c'est-à-dire le Congolais dont on conteste l'origine, pour pouvoir présenter à l'opinion internationale que les quelques troubles qui se passent à l'Est dont on parle, c'est une affaire entre Congolais, alors qu'en réalité, c'était son armée régulière qui réglait les comptes aux Interamoués et autres phares. Mais Kagame avait conscience que c'est Mobutu qui faisait ça pour peut-être les déstabiliser. C'est ainsi que, outre le camp de réfugiés, où justement les éléments de phare et autres s'étaient réfugiés pour pouvoir bénéficier de la nourriture de l'ONU, outre cela, Kagame a engagé effectivement des combats avec, simplement pour avoir, avec l'envie d'affaiblir Mobutu, avec l'armée régulière de Mobutu. Mais il a pu remarquer que, en termes d'armée régulière, il n'y en avait pas une. Tous les militaires de Mobutu étaient tout le temps partout, en fuite et en débandade,
c'est alors que, et avec Kabila, l'idée leur est venue de pousser chaque jour de plus en plus loin, jusqu'au moment où Mobutu résisterait. Ils ont vu qu'ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa sans résistance parable. C'est ça la véritable cause de la lutte. C'était l'insécurité qui régnait au Rwanda à cause des Interahamwe, et c'est à cause de cela que le Rwanda était engagé dans la guerre congolaise. Merci, M. Tshisekedi. Je propose de passer la parole à M. Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Donc, Jacques Lefebvre, député démocrate chrétien et vice-président de la commission de la Chambre. Alors, je vais poser très brièvement, d'abord de vous remercier d'être parmi nous cet après-midi. Je crois que pour nous, en tout cas, nous apprenons beaucoup de choses. Je vais vous poser brièvement 6 questions. 1. Où en est le processus de consultation nationale? Où est-ce qu'il en est maintenant, ce processus? 2. Quel rôle peut jouer M. Maziré, qui est le facilitateur dans la recherche de la paix au Congo? 3. Que pensez-vous d'un envoyé belge dans les Grands Lacs, à côté d'un envoyé européen? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? 5. Quel rôle peuvent jouer actuellement les partis politiques au Congo? Est-ce qu'ils sont tout à fait ignorés par le pouvoir, ou quel rôle peuvent-ils jouer? 6. Et ça nous concerne plus directement, que pensez-vous de la création en Belgique, ici, d'une commission d'enquête parlementaire belge sur les circonstances de la mort de M. Lumumba? Est-ce qu'une telle commission pourrait recréer des liens plus solidaires entre le Congo et la Belgique? Et enfin, dernière question, à votre avis, quel est l'impact que peut avoir le voyage de notre ministre des Affaires étrangères sur la situation au Congo? Rien, C'est comme ça que je connais mon vice-président. C'est court, c'est une question nationale. Le processus de consultation nationale, c'est une de ces initiatives multiples que M. Kabila prend, mais qui n'existe que pour lui. Vous avez vu d'ailleurs que ce sont des gens qui l'avaient manipulé, des gens de l'Église qui l'avaient manipulé et qui l'avaient financé. Vous avez vu ce qu'il en a fait quand finalement ils ont présenté leur résolution, il les a refusés. Donc je vous demande vraiment de ne pas perdre votre temps à vous poser cette question-là. Ça n'intéressait que Kabila seul, ça n'intéressait aucun homme politique congolais. Le rôle de Massiré, comme le rôle, comme ça dit, c'est un rôle de facilitateur. Il a fait une première tournée au Congo, où il a rencontré les hommes politiques. Mais à ce moment-là, justement, je me trouvais en Afrique du Sud. Il s'est donné la peine de passer aussi me rencontrer. Je vois que ce premier rôle, c'était un rôle, me semblait, où il voulait tout simplement écouter les acteurs de la politique congolaise. Mais je ne sais pas maintenant, parce que j'ai appris après qu'il a passé par Kinshasa. Kabila lui a réservé un très mauvais accueil. J'ignore maintenant ce qu'il compte faire, mais de toutes les manières, la manière dont moi je vois les choses, quelle que soit la personne, il ne peut être qu'un facilitateur, c'est-à-dire c'est lui qui fait en sorte que les antagonistes puissent se retrouver autour d'une table, mais toute la solution du problème congolais appartient aux Congolais. Bon, un envoi spécial, en fait, ce que je viens de vous demander, c'est les efforts que doit faire chaque pays, particulièrement un pays comme la Belgique, pour apporter sa contribution à ce que les accords de Lusaka soient non seulement respectés, mais appliqués. Si cet envoyé spécial peut être muni de mandat qui peut l'aider à, ne fût-ce que tant soit peu, apporter sa contribution dans ce sens-là, je suis sûr que cette mission est la bienvenue. Le parti politique chez nous, très heureusement, c'est pour ça que je me permets de parler de l'intérieur sans problème. Nous
étions organisés d'abord en opposition contre Mobutu et puis contre Kabila. Ils m'ont pris les vrais partis, qui ne sont pas très nombreux, parce que n'oubliez pas qu'avec la démocratie, Mobutu a fait ce que nous avons appelé le multimoutisme, c'est-à-dire il avait créé, vous avez entendu qu'il y a 400 partis au Congo. Ce n'était pas vrai, tout ça ce sont des manœuvres de Mobutu qui voulaient saboter justement la démocratie en multipliant ce parti, où un mari était président d'un parti, sa femme était vice-présidente, ses enfants étaient là. Donc ça n'a rien à faire. En réalité, il y a 4 partis au Congo et ce parti, on fait confiance au grand parti UDPS pour que je puisse être leur porte-parole et dans tout ce qui va arriver. Donc, ces partis sont derrière moi. Au niveau du dialogue intercongolais, nous allons nous présenter au nom du parti pour pouvoir résoudre tous les problèmes concernant le pays. Mais si jusqu'ici on n'en a pas parlé, c'est parce qu'il fallait d'abord signer les accords. Or, ces accords-là n'intéressaient que ceux qui avaient porté les armes. Donc, c'est pour ça que nous, ayant toujours prêché la non-violence, n'avons jamais porté les armes. C'est comme ça que la seule étape qui nous intéresse, c'est l'étape du dialogue intercongolais, et c'est là où nous sommes absolument indispensables. Tandis que jusqu'ici, on n'a pas parlé de nous parce que justement, il s'agissait des gens qui ont porté les armes, et c'est à eux de signer tous les accords dont vous avez entendu parler. Oui, mais la commission qui a été créée par la Bourg de Mumbai est encore en voyage, mais j'ai pu apprendre que c'était autour d'un livre qui mettait en cause le gouvernement belge dans la mort de Lumumba. Nous trouvons tout à fait normal dans un pays démocratique où il y a un peuple souverain justement, comme on a mis son gouvernement en cause, que son parlement s'organise pour aller mener une enquête pour justement en savoir davantage sur ça. Nous trouvons ça le droit le plus légitime du Parlement belge d'organiser cette enquête. Et nous ne voyons pas quel Congolais peut y trouver à dire. Oui, l'impact, justement, ayant corrigé ce que nous avons à corriger, dans la mesure où effectivement le ministre m'a rassuré qu'il n'avait fait que répéter à Kabila le respect qu'il fallait des accords de Lusaka, que la Belgique était engagée dans ces accords, moi je crois que c'est un apport. C'est un apport que j'encourage, que je viens d'ailleurs demander qu'il soit au niveau de toute la classe politique, que je l'ai dit ici, je crois, que sur ce plan-là, il s'agit réellement d'un pays, d'un peuple en danger. Je venais demander à la classe politique belge si elle pouvait, sur ce dossier congolais, taire ses sensibilités idéologiques pour tenir un seul langage. C'est tout ce qu'il faut faire pour amener nos belligérants à respecter les cessez-le-feu et appliquer ces accords de Lusaka. Et ça, au contraire, ça me fait plaisir et je demande encore, une fois de plus, j'encourage plutôt le gouvernement belge. C'est pour cela que je suis venu ici, pour qu'il aille davantage dans ce sens-là. Merci, M. Voilà. Dank u, voorzitter. Meneer Tshisekedi, ik ben Leemans, lid van de commissie. Lid van de commissie Buitenlandse Zaken voor AMF Ecowas. Het grootste deel van mijn vragen zijn al gesteld door mijn collega, dat wijst dat we in dezelfde richting denken. Maar meer concreet naar wat u net geantwoord hebt, als ik toch graag wil weten. U zegt zelf dat u de porte-parole bent van de politieke oppositie. Mijn vraag is dan, hoe ziet u een stap te zetten om die intercongolese dialoog, die noodzakelijk is, daar zijn we het allemaal over eens, om die effectief een kans te geven, om die effectief op te starten? Wat mogen we van u als persoon daarin verwachten?
En mijn tweede vraag gaat over uw visie en uw opinie over de MONUC naar de problemen in Congo. Non, on va faire les démarches pour le lancer de dialogue. N'importe la parole, quand même. Démarche. Quelle chance il y a de donner. Est-ce qu'il y a un petit problème avec la traduction? D'abord, au moment où je vous parle, je crois, si vous suivez une certaine presse congolaise, vous apprendrez que la population de Kinshasa compte faire une journée ville morte samedi prochain et commencer une série de manifestations après une longue période de la peur, de répression, parce que ne croyez pas que quand vous ne voyez pas un peuple manifester dans la rue, c'est qu'il approuve le régime, non. Mais il a peur, parce que la répression là-bas est cruelle et sanglante. Malgré cela, je crois qu'une série de manifestations vont devoir se faire. Ce sera la non-violence à laquelle nous avons habitué notre peuple pour pousser Kabila à respecter aussi les accords de cessez-le-feu. Et même si nous avons cela, cela n'empêche au nom de la solidarité internationale que je viens de demander aussi la part de chacun, et particulièrement la responsabilité historique, morale que la Belgique n'a cessé d'avoir à l'égard du Congo. Je crois que nous avons aussi le droit de demander aux Belges de faire quelque chose qui puisse aider le peuple congolais à sortir de sa misère. La deuxième question est un problème dans la traduction, parce qu'on parle de la traduction. Le rôle du MONUC. Le rôle de MONUC, nous n'avons pas l'impression que cela a été tout à fait efficace. Mais voilà pourquoi justement les pressions internationales doivent continuer. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui a été déclaré jusqu'ici, de ce qui est en train de se faire, parce que dans tout cela, il faut encore mieux. Or, comme vous savez, en politique, nous n'avons qu'une seule chose, ce sont les pressions. Nous ne pouvons pas faire autrement, et la Belgique est membre de l'ONU. En dehors de cela, il a énormément d'autres amis parmi les grands qui décident. Je crois que si la volonté politique y est, la Belgique peut aider aussi à ce qu'on améliore les méthodes de l'ONU. Donc, on ne devrait pas considérer que l'ONU a déjà posé ses gestes, c'est fini. Non, nous croyons que c'est un essai. Comme tous, nous avons constaté que ce n'est pas très efficace. Nous allons nous y mettre pour que, encore une fois, l'ONU elle-même puisse améliorer sa manière d'intervenir au Congo. Députés, donc notre séance est ouverte et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous l'abbé Malou Malou, qui est président de la commission électorale indépendante au Congo et qui donc, vous en mesurez pleinement l'importance, joue un rôle évidemment primordial dans la conjoncture politique qui est celle d'un grand pays qui est amené à organiser pour la première fois depuis très longtemps des élections démocratiques pour l'élection d'un président et d'un parlement. Je rappelle
que 2 décisions importantes sont déjà tombées, puisque les 19 et 20 décembre, ce fut d'abord le référendum sur un projet de constitution et que 25 millions d'électeurs avaient été enregistrés, ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle et qui témoigne, il faut tout de même le dire, on ne mesure pas toujours suffisamment l'importance de la chose, de l'effort colossal qui a été entrepris pour mener à bien ce genre d'opération. Je rappelle aussi que le 9 mars, c'est-à-dire il y a très peu de temps, on a assisté à la promulgation de la loi électorale à l'initiative de la Commission électorale indépendante. Et nous avons donc le grand honneur d'accueillir parmi nous le président de la Commission qui est accompagné d'un certain nombre de personnalités congolaises. Pardon? Aan de aanwezige senatoren van de Commissie Buitenlandse Zaken wil ik informeren dat de vergadering van 11:15 zal plaatsvinden onmiddellijk na deze bijeenkomst. Dus we kunnen rustig praten. En ook namens de Senaat wil ik Abbé Malou welkom heten. Ce n'est pas la première fois, il y a traduction, c'est pas la première fois qu'il vient au Sénat, dus het is bijna een goede vriend geworden, dus en wij zullen nog met veel aandacht luisteren wat hij vandaag ons kan vertellen. Trouwens, de krant van vandaag. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir échanger sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Et je voudrais saisir cette occasion pour réitérer nos remerciements au gouvernement belge et à toute la communauté internationale qui soutiennent le processus électoral en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne qui constituent les bailleurs les plus importants et qui nous ont permis aussi d'avoir de la part des Nations Unies une assistance technique, matérielle et financière importante. Mais aussi, comme vous le savez, nous sommes dans un processus qui entre dans sa phase électorale. Malheureusement, pendant longtemps, presque durant toute la période de transition, nous étions dans la phase préélectorale. Et dans cette phase préélectorale, nous avions d'abord le grand défi, évidemment, d'organiser la commission elle-même, ce qui avait pris beaucoup de temps, puisque la loi qui organise la commission, qui devait être promulguée en septembre 2003, n'a été promulguée qu'en juin 2004. C'est presque donc toute une année déjà qui était perdue. Mais on doit aussi saluer le travail qui a été fait au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat en République démocratique du Congo, puisque malgré le retard, il y a eu plusieurs lois essentielles au processus électoral qui ont été élaborées et promulguées. En ce stade, quand on regarde l'élaboration des textes législatifs, on sait que l'essentiel des textes maintenant ont été promulgués. Pour le moment, il reste un texte qu'on évoque souvent, mais qui n'a pas été mis à l'agenda politique. C'est la loi sur le financement public des partis politiques. Évidemment, nous avons fait savoir aux partis politiques eux-mêmes
dans le cadre du forum que nous organisons régulièrement, que ça serait très important qu'ils participent même à l'élaboration d'une telle loi. Mais vous devez savoir aussi que cette loi n'est pas facile à élaborer. Si on sait que la loi sur les partis politiques permet la création presque permanente de partis politiques et que jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur a déjà reconnu 273 partis politiques. Alors, évidemment, si on évoque la loi sur le financement public des partis politiques et on reporte cela au nombre de partis politiques déjà reconnus, on sait qu'on ne peut se diriger que vers un remboursement sur base des résultats des élections. Donc, on ne peut pas évidemment s'orienter vers un financement avant les élections, puisque ça serait, nous semble guichet ouvert, donc qu'on aurait du mal à refermer. Nous en sommes en train de réunir la documentation à ce sujet et nous avons décidé donc de consacrer le prochain forum de partis politiques à cette question donc du financement public des partis politiques, qui pose l'autre problème aussi de l'utilisation des ressources publiques à des fins partisanes. Et en période électorale, évidemment, c'est une question importante. D'un point de vue aussi de l'organisation, il faut savoir que longtemps, la commission électorale indépendante avait été confinée à une organisation au niveau national et au niveau provincial. C'est finalement lorsque nous avons donc initié l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs que le gouvernement et la communauté internationale ont compris le bien fondé de pouvoir établir la commission sur l'ensemble du territoire national. Ce qui fait que nos bureaux, que nous appelons bureaux de liaison, il y en a 64. Et nos bureaux relais à chaque chef-lieu de territoire, donc dans les 145 chefs-lieux de territoire, ont été tardivement installés. Et nous travaillons maintenant au renforcement des capacités de ces bureaux. Ce qui fait que la première opération, comme scrutin, donc le référendum constitutionnel, nous l'avons organisé avec une certaine centralisation donc, du travail parce qu'on ne pouvait pas déjà décentraliser ce travail-là. Maintenant, l'option qui a été prise, c'est une option de décentralisation donc, de ce travail. Nous allons par exemple maintenant organiser la centralisation des résultats en 64 lieux correspondant aux 64 bureaux de liaison. Et l'étape qui a été la plus importante, mais aussi la plus difficile à mener, a été sans aucun doute l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette opération, nous avons décidé qu'elle soit une opération tournante. Donc on a commencé à Kinshasa, on a fini au Bas-Congo et au Bandungu et à l'Équateur. Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs indique clairement que c'est une obligation personnelle. Donc c'est chaque Congolaise et Congolais qui devait évidemment aller se faire enregistrer, mais aussi avait indiqué évidemment que cela doit se faire au pays et non pas à l'étranger. Ce qui a posé beaucoup de problèmes à nos compatriotes qui vivent à l'étranger, mais il faut savoir aussi que l'organisation du vote à l'étranger n'est pas toujours facile quand on n'a pas encore maîtrisé le fichier électoral. Donc ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, mais le résultat obtenu de 25 712 552 électeurs inscrits a ouvert en fait la voie aux scrutins électoraux eux-mêmes. Et actuellement,
après la promulgation de la loi électorale, sur base évidemment de la promulgation de la nouvelle constitution, après le référendum constitutionnel, vous vous rappelez que ce référendum a eu comme sanction 84,31% de suffrages valablement exprimés, donc ont répondu oui à ce référendum constitutionnel. 15,69 ont répondu non, et il y a eu environ 750 000 bulletins nuls. Autour de ce référendum, un certain nombre de défis ont été évidemment signalés, et la Commission électorale indépendante a procédé à des évaluations provinciales du travail d'enregistrement des électeurs et du référendum constitutionnel. Qu'est-ce qui se dégage un peu des opérations que nous avons déjà pu mener et de la préparation des échéances prochaines? En premier lieu, comme vous le savez, le plus grand défi, c'est le défi du calendrier électoral lui-même. Nous sommes à la fin de la période de transition qui doit se terminer au 30 juin 2006. Normalement donc, au 30 juin 2006, l'on devait nécessairement évidemment avoir achevé l'organisation des élections. Il se fait que la loi électorale a été élaborée tardivement et qu'il faut évidemment établir un calendrier réaliste. Mais je voudrais vite souligner que même si évidemment c'est un calendrier qui doit être contraignant pour mettre la pression sur tous les acteurs et ne pas lâcher prise, au 30 juin 2006, il n'y a pas de vide juridique en République démocratique du Congo. L'article 222 de la nouvelle constitution indique clairement qu'évidemment les institutions de la transition restent jusqu'à l'émergence de nouvelles institutions. C'est-à-dire les institutions de la transition céderont la place aux institutions issues des élections et qu'elles continuent à exercer leurs attributions conformément à la constitution de la transition. Et l'article 228 indique qu'en dehors de cet alinéa premier de l'article 222, la constitution de la transition est abrogée. Donc cela veut dire que c'est la nouvelle constitution maintenant qui est en vigueur, qui est devenue le texte de référence donc en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on aborde les différentes questions, il ne faut pas oublier évidemment de bien lire la nouvelle constitution de la République. Mais s'il n'y a pas un problème juridique, il reste un problème politique. Donc le problème politique, c'est toutes les interprétations qui peuvent se faire autour de la volonté réelle politique des dirigeants actuels de mener le processus jusqu'au bout. C'est la vulgarisation qui doit se faire pour que tout le monde puisse évidemment bien comprendre les règles du jeu électoral. Donc c'est l'ensemble un peu de considérations qui entraînent et un problème de vulgarisation et un problème de concertation permanente avec les acteurs sociaux et les acteurs politiques. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, avant de fixer le calendrier électoral, la commission électorale indépendante avait réuni les partis politiques pour leur expliquer les exigences de l'établissement du calendrier électoral et avait organisé aussi un forum de la société civile qui a réuni aussi bien les confessions religieuses, les syndicats, les ONG et les groupes socio-professionnels.